Ces découvertes qui ont été faites à Nazca m'ont amené à me poser beaucoup de questions et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais, est-ce que... alors bien sûr, je pars toujours en termes d'hypothèse. Hein, si ces corps sont vrais, même si l'Institut Nkari et moi-même en sont convaincus, ce ne sera uniquement, on va dire, les résultats des chercheurs britanniques qui confirmeront le travail des chercheurs péruviens et mexicains. Mais si ces découvertes s'avèrent être vraies, il s'agit probablement de la plus grande découverte de tous les temps, mais aussi de la nouvelle affaire Roswell, le nouveau Roswell du XXIe siècle, car malgré les éléments de preuve qu'on pourra apporter, que ces laboratoires nous apporteront, il y aura toujours forcément des écoles de sceptiques qui diront qu'il s'agit d'une fraude, etc., et qui essaieront de démonter la découverte. Mais n'importe comment, j'aimerais qu'on parte du principe aujourd'hui que c'est vrai. Mettons que toute cette découverte soit vraie. Est-ce qu'on aurait dans des traces du passage de ces entités, de ces cultures, dans nos civilisations, les civilisations qu'on connaît, les civilisations Inca, d'autres civilisations aussi à travers le monde, les Mayas, il y en a énormément d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence un peu à creuser du côté de la mythologie, de leur histoire, on se rend compte qu'il y a énormément d'histoires de peuples venus des étoiles, etc., qui sont intervenus dans la création de l'être humain. Alors, c'est complètement dingue, hein, parce qu'il s'agit de mythes, bien sûr, mais d'un coup, quand on voit les premiers résultats d'ADN qui sont tombés, qui affirment une correspondance avec Homo sapiens, on se dit, mais si jamais, je dis bien si jamais, soyons fous, si jamais nous étions, on va dire, le fruit d'une expérience, on va dire, génétique, ou même issue de ces êtres, est-ce qu'on pourrait avoir un rapport directement avec eux? C'est ce que aujourd'hui certains pensent, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a cette correspondance avec Homo sapiens. Donc on va quand même faire un petit tour ensemble, on va se replonger, on va aller voyager un peu du côté du Pérou, et je vais vous présenter des images, des vidéos qui n'ont jamais été montrées jusqu'à maintenant, et je vais vous révéler certaines choses qu'on trouve dans cette région, et après bien sûr chacun sera libre de se faire sa propre opinion. Vous connaissez tous ces fameux géoglyphes à Nazca, les fameuses lignes de Nazca qui font plusieurs kilomètres de long et qui ont été faites, on va dire, uniquement pour être visibles du ciel, parce que quand on est au sol, à terre, on ne les voit pas du tout. Donc c'est uniquement, d'ailleurs, leur découverte a été complètement fortuite, hein, c'est dans les années 40, je crois, qu'un aviateur est passé au-dessus et les a vus, les a révélés. Et ces lignes font plusieurs kilomètres de long. On se demande comment la civilisation de Nazca est parvenue à faire ces lignes sans pouvoir vérifier, on va dire, vu d'en haut leur travail. Alors peut-être qu'ils avaient je sais pas, ils ont pu à un moment être en haut, monter au sommet des montagnes, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, donc ces lignes de Nazca sont sur un plateau complètement plat où il n'y a pas de vent, et c'est pour ça que ces lignes sont aujourd'hui en très bon état de conservation. Elles ont été attribuées à la culture Nazca officiellement, puisque c'est à proximité de ces géoglyphes qu'on a retrouvé des céramiques et des tombeaux de l'époque Inca de la culture Nazca, et c'est parce qu'on a trouvé ces tombeaux liés à la culture Nazca qu'on a dit que ces lignes étaient d'origine Nazca, donc une civilisation qui s'est étendue entre 200 à 600 après Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les découvertes que vous avez vues avant, les corps, ont été retrouvés à quelques kilomètres de ces géoglyphes. D'après, bien sûr, en plus, les pierres de tombe qui nous ont apporté les corps. Et en fait, il y en a un qui est très connu, c'est le fameux cosmonaute ou astronaute que vous avez tous déjà vu et qui, bizarrement, tranche radicalement avec les autres géoglyphes puisqu'il est beaucoup plus, on va dire, vulgarisé, il n'est pas aussi propre que ces autres lignes. Et ce cosmonaute, sa tête, nous rappelle étrangement justement ces petits êtres qu'on vient de voir, qui ont été retrouvés à proximité. Et il y a une scientifique chercheuse allemande, archéologue au siècle dernier, qui s'appelait Maria Resch, qui a évoqué justement la possibilité que ces lignes de Nazca, ces géoglyphes, pouvaient être en alignement avec certaines constellations. Et donc du coup ça avancerait que cette culture Nazca aurait pu avoir peut-être des connaissances en cosmologie. Alors je dis aurait parce que, encore une fois de plus, même si aujourd'hui on attribue les géoglyphes de Nazca à la culture Nazca, rien ne nous prouve aujourd'hui que c'est la culture Nazca, celle qui a évolué entre 200 et 600 après Jésus-Christ, qui est à l'origine de ces géoglyphes. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que l'histoire nous dit, mais on n'en a pas la preuve. Hein, on n'a pas trouvé dans les lignes un mot des Nazca en disant on était là, c'est nous qui l'avons fait. Je fais une parenthèse par rapport à la civilisation de Tiwanaku, quand les conquistadors espagnols sont arrivés à Tiwanaku,
qu'ils ont rencontré les Incas près du lac Titicaca, ils leur ont demandé si c'était bien eux qui étaient à l'origine de cette cité qui était en ruine, et qu'ils ont découvert la fameuse cité de Tiwanaku avec cette fameuse porte du soleil. Et ces Indiens, ces Incas, on leur a dit clairement non, c'était déjà ici quand on est arrivé, nous on s'est juste installé à proximité, mais c'était pas nous, c'était une civilisation qui était avant nous. Donc automatiquement on a attribué les ruines de Tiwanaku à la culture de Tiwanaku, mais il s'agit d'une réattribution archéologique et historique. En fait, il n'en est rien. Et ce que je vous dis, c'est documenté, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces lignes de Nazca correspondent vraiment à la culture Nazca? Et ça, c'est un grand mystère. On parlait de cosmologie, et vous connaissez tous les Dogons du Mali. Il y a environ aujourd'hui encore 300 000, on va dire, Dogons qui vivent sur ce plateau rocailleux au Mali. Et les Dogons du Mali, ils avaient une connaissance en cosmologie qui était très évoluée, très avancée, et une connaissance qui s'est transmise par voie orale depuis des générations et des générations, depuis que cette, on va dire, culture, on l'a découverte. Et les Dogons du Mali étaient au courant justement de certaines informations que nous n'avions pas encore à l'époque. Qu'est-ce que nous disent les Dogons du Mali? Ils nous disent qu'ils connaissaient déjà Sirius A et Sirius B. Ils nous parlent d'une Sirius C, une constellation qui s'appelle Sirius C, aujourd'hui que nous n'avons toujours pas découverte. Ils connaissaient l'existence de la constellation d'Orion bien avant que nous la découvrions. Les étoiles Sirius ont été découvertes en 1862. Les Dogons du Mali nous disent quoi encore? Ils savaient déjà aussi que Jupiter possédait 4 satellites. Nous, on n'a pas été capable de le savoir. Ils le savaient avant nous, donc c'est seulement qu'on a été capable d'observer les astres ces observations confirmées leur dire. Ils savaient que la Lune était un astre mort. Ils savaient que Saturne était entouré d'anneaux. Je ne sais pas si vous voyez à l'œil nu, mais moi, Saturne, je ne la vois pas de chez moi. Donc, ils étaient en connaissance d'informations liées à la cosmologie, qui est liée en fait à leur divinité, les fameux nomos qui étaient, on va dire, qui seraient à l'origine de la création de l'être humain. Donc les nomos, c'était des petites créatures aux yeux rouges et à la peau verte, qui selon les Dogons du Mali venaient d'une autre galaxie. Et c'est ces nomos qui auraient indiqué et éduqué les Dogons du Mali. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a affaire à une civilisation complètement dite primitive, qui pourtant est en possession d'informations astronomiques, qui, selon leur dire, leur avaient été données par des créatures, des êtres venus des étoiles, qui en plus étaient, selon le mythe Dogon, à l'origine de la vie de l'homme sur Terre. Donc ça, c'est assez intriguant. Ce que vous voyez ici, ce sont les... Excusez-moi, on va un peu trop vite. Ce que vous voyez ici, je ferme la parenthèse sur les Dogons, on va revenir après sur cette histoire de création de l'homme par les dieux venus du ciel. Ce que vous voyez ici, c'est le plateau de Palpa, sur les montagnes de Palpa, qui sont à proximité justement de la zone du site où ont été supposées retrouver les fameuses momies. Et ces deux montagnes qui entourent la ville de Palpa, qui est dans la zone du site justement, avancent aussi et présentent des géoglyphes très intéressants, des triangles et des lignes droites, mais aussi des symboles de type spirale et double spirale. Et aujourd'hui, on ignore complètement on va dire le phénomène géologique à l'origine de ces montagnes, parce que ces montagnes tranchent radicalement avec les autres montagnes aux alentours et présentent en fait un plateau complètement, quelque chose de complètement plat en haut, comme si quelque chose était venu couper, trancher cette montagne. Alors bien sûr, vous avez tous vu pour certains la fameuse émission Alien Theory, etc., où bien sûr on pense que c'est les extraterrestres qui ont coupé cette montagne, etc. Bon, aujourd'hui on n'est pas ici pour tirer des conclusions là-dessus, mais c'est quand même assez intriguant et ces montagnes sont à proximité de la zone du site. Et ce qu'on trouve aussi à proximité de la zone du site, toujours à Palpa, ce sont ce type de géoglyphes qui sont classés sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. On peut les observer soit en drone comme je l'ai fait, j'ai pris des clichés, soit on peut les voir depuis un mirador, puisque j'étais il y a 2-3 mois. Et sur ces géoglyphes, on voit des petits bonhommes très étranges, avec des têtes un peu rondelettes triangulaires, avec des gros yeux, des corps un peu frêles. Et ces corps évoquent un peu ces êtres qu'on a retrouvés, que les Wakiros ont apportés à Thierry Jamin. Et ça, c'est un détail intéressant. J'ai été missionné par un ami qui est aujourd'hui ici, qui s'appelle Laurent Villaverde, qui tient un stand d'édition du Bachelor. Et Laurent m'avait envoyé en mission au Pérou, après que je sois passé à l'Institut Nkari et rencontrer Thierry Jamin et voir les corps que vous avez vus avant. Je suis parti une semaine dans le désert pour aller justement vérifier la présence de nouveaux géoglyphes qui n'ont jamais été, on va dire, authentifiés ni officialisés. Et on a découvert effectivement, d'après les coordonnées GPS et en envoyant mon drone, qu'il y avait énormément d'autres géoglyphes inconnus, perdus dans les montagnes, toujours
soi-disant à proximité de cette zone du site. Et là, vous voyez, on retrouve ces mêmes personnages que vous avez juste avant. On les retrouve dans cet amas de géoglyphes et de chaos. Et là, on les voit un petit peu mieux. On les voit en train de lever leur gros ciel, la bouche grande ouverte et les yeux très ronds. Et bien, ces petites créatures, on les retrouve justement dans ces montagnes de Palpa et partout dans cette zone qui, assez étrangement parlant, est la zone où on trouvait où les Wakiros ont trouvé les momies. On trouve aussi à Palpa des pétroglyphes, donc des gravures dans la pierre, qui remontent à l'époque de Paracas. Donc Paracas, c'est la culture qui vient juste avant la culture Nazca. Et on retrouve sur ces rochers, pareil, des petits personnages à 3 doigts, vous les voyez à gauche. On les retrouve aussi sur un grand nombre de représentations, d'autres gravures, d'autres pétroglyphes, d'autres rochers à travers le monde. Alors là, il y a un petit élément aussi intéressant que j'ai noté sur un de ces rochers, que vous pouvez voir à droite, une photo que j'ai prise. C'est une sorte de créature qui ressemble fortement qui évoque une sirène, si je puis dire, ou un triton. Donc on va dire, on voit un corps avec des bras, comme si ce personnage nageait, et on voit cette queue derrière qui laisse penser à une queue de poisson. Voilà. Donc ça, on est à l'époque de Paracas, hein. C'est bien avant Nazca, avant Jésus-Christ. Quand j'y suis allé, on a retrouvé aussi énormément de céramique de l'époque Nazca dans la zone du site, qui nous laisse penser qu'en fait on était vraiment pas loin de ce supposé tombeau, puisque toutes ces céramiques brisées, visiblement, n'ont pas intéressé les pilleurs de tombes qui les ont délaissées. Alors peut-être chercher-ils de l'or, pourtant ce genre de céramiques sont des objets qui sont vendus par les Wakiros habituellement aux collectionneurs. On se demande pourquoi ils les ont mis de côté, alors peut-être qu'elles étaient cassées, on ne sait pas, mais il y a, on va dire, dans cette zone du site, énormément d'éléments qui, comme les pièces d'un puzzle, qui nous laissent penser que on est vraiment pas loin du supposé tombeau. L'équipe de Britanniques avec qui je travaille, qui aujourd'hui ont entre les mains les nouveaux échantillons et qui les font analyser, alors je vous parle par Cambridge et Glasgow, m'ont relevé aussi une découverte très intéressante au niveau de la supposée zone du tombeau. Donc vous voyez un peu au sud dans la zone bleue, en dessous Nazca, et ben ce sont là que sont les lignes de Nazca. Et au-dessus, en fait, toute la zone jaune, rosée, c'est dans cette zone que se situerait le tombeau. Et les Wakiros ont rapporté que dans le tombeau qu'ils ont ouvert, donc ils ont découvert, ils sont arrivés, ils ont trouvé une dalle qu'ils ont soulevée, et à l'intérieur ils ont trouvé une sorte de chambre où il y avait une petite fillette de 10 ans très bien conservée de l'époque Nazca, avec 2 autres individus de sexe masculin. Et c'est derrière ces momies qu'ils ont réussi à ouvrir une autre dalle, une autre porte, un sas, qui les aurait menés au sarcophage dans lesquels ils ont trouvé toutes ces créatures que vous avez vues avant et ces objets. Et ce que rapportent les Wakiros, c'est qu'il y a en fait une forte perturbation énergétique qui fait qu'ils n'étaient pas en mesure de filmer ni prendre des photos sans que cela en fait soit brouillé à l'écran, ou alors que les batteries grillent ou que les caméras ne fonctionnent plus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe britannique a relevé ce champ énergétique, cette anomalie, exactement à l'endroit supposé du tombeau. Alors on a vu que Maria, l'être hybride, avait un crâne légèrement allongé, et ça nous laisse un peu réfléchir, parce que, comme je vous l'ai dit, si ces supposés êtres ont évolué en même temps que l'être humain sur la même ligne de temps, il est possible qu'il y ait eu des interactions entre eux et entre nous et leurs espèces, et peut-être que ces créatures auraient eu énormément d'influence sur nous et sur d'autres cultures, on va dire, à travers le monde. Et cela peut être pour expliquer le fait qu'on ait aujourd'hui énormément retrouvé de crânes allongés, puisque les crânes allongés, comme je vous l'ai dit, c'était une tradition qui était perpétuée dans le but d'honorer les dieux et de ressembler aux dieux. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ces dieux qu'on a honorés, pour lesquels on s'est déformé les crânes, ne seraient pas ces créatures, ces hybrides, qui ont été retrouvés? C'est la grande question que je me pose. Mais n'importe comment, tout laisse penser que, au-delà des corps de cette culture de momies qu'on a vu juste avant, il est très fort probable qu'il y ait eu d'autres, on va dire, Homo sapiens, d'autres types d'hominidés qui ont évolué en même temps que nous sur notre ligne de temps. Et on en a la preuve avec les fameux crânes de Paracas qui sont exposés au Pérou et qui laissent penser qu'il y aurait eu d'autres races sur Terre. Certains d'entre vous connaissent les crânes de Paracas. Vous en avez entendu parler ou pas? Oui. Alors bien sûr, on a retrouvé énormément de crânes allongés à travers le monde qui présentaient des déformations totalement artificielles. On a la preuve que ces crânes ont été déformés.
Mais le problème, c'est qu'à Paracas, en 1928, on a retrouvé plus de 300 crânes allongés qui ne présentaient pas les caractéristiques de crâne d'humain ordinaire. C'est-à-dire que le volume de la boîte crânienne était 25% plus grand qu'un crâne humain. C'est-à-dire que si vous déformez un crâne humain, il va s'allonger, mais c'est pas pour autant qu'il aura plus de volume. Or, les crânes de Paracas présentent un volume supérieur à celui de l'être humain et surtout sont beaucoup plus épais que ceux d'un crâne humain ordinaire. Les analyses qui ont été faites sur ces crânes, les prélèvements, les analyses ADN, avancent que ces crânes de Paracas appartenaient à une espèce qui est totalement différente d'Homo sapiens et justement qu'ils auraient été complètement incompatibles avec notre espèce, c'est-à-dire que cette culture, cette civilisation à l'époque n'aurait pas pu se mélanger, se croiser avec la nôtre. Donc ça, cette découverte, on n'en parle pas, et pourtant on a affaire à une nouvelle race d'Homo sapiens, une nouvelle race d'Homo. Et pourquoi n'en parle-t-on pas justement? C'est la grande question. Donc là, on a la preuve irréfutable qu'on a eu un autre type, comme le nôtre, qui a évolué sur la même ligne de temps que nous, et ça, on ne sait pas pourquoi, c'est pas officiellement, on va dire, présenté. Ça, c'est un autre crâne que vous avez peut-être vu, il a été appelé le Starkid. Ce crâne est exposé à Paracas encore. On est étonné de savoir pourquoi il est encore exposé, puisque de toute façon, c'est un crâne qui ne correspond pas à un crâne d'être humain ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne présente aucune caractéristique d'un crâne ordinaire. Et d'ailleurs, je reviens sur les crânes de Paracas avant, je n'ai pas dit, et j'ai oublié de le mentionner, que les lignes, en fait, qui constituent les différentes plaques chez l'être humain, ne correspondent pas avec les lignes que nous avons. Donc les lignes sagittales et pariétales ne matchent pas du tout avec ceux d'Homo sapiens. Donc ça, c'est encore un détail intéressant. Parce que certains crânes de Paracas sont faits d'un seul bloc, et n'ont pas du tout de ligne. Et ça, c'est pas possible chez l'être humain. Voilà. Est-ce qu'ils ont été datés, ces crânes? Ces crânes ont été datés de Paracas, je crois que c'est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Oui, voilà, c'est ça, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, je vous invite à lire l'excellent livre de Brian Foster, qui lui justement est un chercheur britannique, ou australien, je ne sais plus, établi à Cusco, qui connaît d'ailleurs Thierry Jamin. D'ailleurs, Brian Foster était un des premiers à venir voir les premières pièces, on va dire, les premières pièces archéologiques que l'Institut avait reçues. Et lui, il a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, et dedans, il donne tous les détails. Comme ça, je le synthétise, je le vulgarise. Mais lui est formel là-dessus. Les analyses qu'ils ont menées sur ces crânes montrent que ce ne sont pas des crânes d'êtres humains. Ce n'est pas humain. Alors après, ça ressemble à un être humain, mais ce n'est pas humain. Voilà. Le Starkid. Ici, c'est un squelette que nous avons pris en photo à... alors, je ne sais plus le nom de la ville. Ah, si, c'est Andahuaylas. En fait, j'avais planté mon drone dans un arbre quand je faisais des plans de la cathédrale. On s'est arrêté en chemin. Et les voyageurs avec qui j'étais au Pérou, parce que je vous ai dit, j'emmenais des voyageurs avec moi tous les ans au Pérou, ont été faire un tour autour de la cathédrale. Ils sont rentrés dans une sorte de petit musée de curiosité locale et ont vu cette petite momie, ce petit squelette d'enfant. Là, il y a énormément de photos sur internet sur cette momie. Je ne pensais même pas qu'on ait la chance de le trouver parce que je ne savais pas du tout où il se situait. Et alors, ce qui est très étrange, c'est qu'il a une boîte crânienne qui est différente d'un crâne humain. Comme vous pouvez le voir, il est peut-être quand même assez grande. Regardez les orbites des yeux, les orbites oculaires sont très très grands. Et alors, le comble, c'est que ce bébé, puisque c'est un bébé, il ne dépasse pas 50 cm, environ 40 cm de hauteur, a des dents. Et chez les bébés, des dents comme ça n'existe pas non plus. Donc ça laisse pareil un grand point d'interrogation sur l'espèce à laquelle appartient ce corps. Voici un autre type de crâne qui était exposé, qui a été exposé à Tiwanaku en Bolivie, que j'ai personnellement photographié. Je suis désolé, on voit très mal à cause de la lumière, pas de chance. C'est un crâne que j'ai photographié à Tiwanaku en Bolivie. Et la reconstitution faciale que vous voyez à droite montre que ces êtres avaient une drôle de tête. Et on pense que c'est un crâne d'enfant, de bébé, mais là aussi on a des dents sur ce petit crâne. Alors le crâne, il n'est pas plus grand que ça, vous voyez, je vous montre. C'est à peu près le diamètre du crâne. Et là, pareil, si vous regardez les lignes au niveau du crâne, qui séparent les plaques du crâne, ne correspondent pas à celles d'un être humain. Alors, ce qui est étrange, c'est que je suis retourné pareil avec le même groupe là cette année, enfin oui, en mai, et on a demandé où étaient les crânes, puisque moi je les avais pris en photo, et on nous a dit qu'ils avaient été tout de suite reliés aux archives, et que voilà, on n'allait pas les représenter. Là, on a un autre crâne que j'ai pris aussi en photo, et qui montre un peu l'aspect étrange qu'avait, on va dire, le possesseur de ce crâne. Alors je suis vraiment encore désolé, je vais essayer de vous mettre plus de lumière, je suis au maximum. Voilà, donc ça donne des têtes très étranges, ça rappelle un peu ces drôles de têtes dans les Mystérieuses Cités d'Or, les Olmecs, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est très étrange. Donc tout ça en fait nous amène à penser qu'il y a eu, on l'a vu avec Paracas,
on l'a vu avec les crânes que vous avez vu passer, il y a eu d'autres espèces humaines sur Terre, si on peut dire humains. Des espèces qui sont passées sous silence, où on n'en parle pas, ou alors on les met dans le musée, et puis on dit que ce sont des formations naturelles, alors qu'on sait que ce sont des déformations artificielles et pas naturelles, alors qu'on a la preuve qu'on n'a pas le même, ne présente pas les mêmes similarités que chez l'être humain. Et donc on s'interroge s'il y aurait d'autres races sur Terre. On a vu tout à l'heure la cosmologie des Dogons qui nous indiquait que les nomos, leurs fameux divinités qui leur avaient donné toutes ces instructions sur la cosmologie, étaient aussi à l'origine de la création de l'être humain. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la culture Quechua, dans le mythe Quechua, l'être humain en fait a été créé par on va dire une femelle nommée Orejona, qui veut dire grandes oreilles, qui avait un crâne complètement conique, exactement comme Maria. Bon, elle est présentée ayant des doigts palmés, et cette déesse Orejona, d'après le mythe Quechua, serait venue de Vénus à bord d'un vaisseau spatial. Le texte Quechua mentionne un vaisseau spatial, un truc qui vient des étoiles, et serait venue au-dessus du lac. Et la déesse Orejona se serait accouplée avec un tapir. Alors ça, c'est tel que c'est documenté dans le mythe Quechua, se serait accouplée avec un tapir, donc l'espèce de cochon, et qu'elle aurait donné naissance à l'être humain. Alors le tapir, qui est de la même famille que le cochon, a la particularité comme le cochon, de prendre des coups de soleil. C'est un des seuls animaux avec le cochon qui prennent des coups de soleil comme chez nous l'être humain. C'est un peu inquiétant parce que le mythe, en fait, finalement, Quechua dit que l'être humain a été créé à partir du cochon et du dieu, d'un dieu. C'est un peu troublant. C'est peut-être pour ça que les musulmans ne mangent pas le cochon, je ne sais pas. Mais... Donc voilà, très petit détail aussi très intéressant. Ce que vous voyez derrière, c'est le lac Titicaca, donc là où vient la légende d'Orejona. Et le lac Titicaca, ça veut dire en fait petit caca, extrêmement, parce qu'en péruvien, caca se dit caca, et titi comme petit, parce que ce lac a été nommé ainsi le jour où les locaux ont vu, les Quechua ont vu en fait un vaisseau descendre, une lumière descendre du ciel, et a expulsé des sortes de ce qu'ils ont pensé être des déjections. Donc des choses sont tombées de ce vaisseau dans l'eau du lac Titicaca, et ils ont cru que cette lumière en fait excrémentait, donc déféquait, donc ils l'ont appelé Titicaca. Voilà. Donc c'est pour l'histoire du lac Titicaca. On retrouve aussi dans la mythologie mésopotamienne le mythe de la création de l'homme avec l'Atrasis, ceux qui ont été tout à l'heure à la projection de notre terre de Dieu. Vous avez vu que en fait, dans le mythe mésopotamien, les Ibyggis sont des petits dieux au service des grands dieux, et qu'un jour ils se rebellent contre leur maître, ils s'indignent de leurs conditions de travail, ils vont se révolter, et du coup les dieux suprêmes vont créer l'être humain à partir justement, c'est la déesse Mami qui va créer en fait l'être humain à partir de sang d'un dieu sacrifié, et elle va modeler l'être humain dans l'argile et lui donner vie grâce au sang des dieux. Et on retrouve ce mythe aussi de création de l'être humain par les dieux dans le mythe maya avec Quetzalcoatl. Alors Quetzalcoatl, la petite histoire, c'est que ce dieu a été envoyé au Mictlan, qui était en fait le monde des morts dans le mythe maya. Il était chargé d'aller récupérer les anciens os des créations précédentes. Donc il y a eu dans le mythe maya plusieurs humanités, d'ailleurs comme chez les Indiens Hopis, dans le mythe Hopi, et il était chargé de récupérer ces os. Donc il rencontre le gardien des enfers qui lui lance un défi. Le gardien des enfers lui dit: tu vas faire sonner cette conque. Alors la conque, c'est une sorte de gros coquillage, comme vous pouvez les voir, qui justement intègre une géométrie sacrée. Et le gardien des enfers lui dit: tu vas faire sonner cette conque sans la toucher et sans intervenir dessus. Donc Quetzalcoatl fait appel à des fourmis pour creuser la conque, et il fait appel à des abeilles pour la faire vibrer. Donc à partir de là, le gardien des enfers lui permet de récupérer les os des créations précédentes. Quetzalcoatl s'en va avec les os. Finalement, le gardien des enfers se ravise et le poursuit, le fait tomber dans un trou. Les os que Quetzalcoatl possédait se brisent. Donc Quetzalcoatl va moudre et en faire une poudre de ses os, et va faire couler le sang de son sexe sur l'os pour donner vie à l'être humain. Puis les dieux vont suivre et offrir leur sang à ces ossements, et du sang des dieux, eh bien, l'être humain va naître. Donc on a toujours en fait dans les mythes, que ce soit maya, que ce soit quechua, que ce soit mésopotamien, un rapport du sang des dieux, que l'être humain est fabriqué avec le sang des dieux, et que de là on a pris vie. Alors ce qui est assez intéressant avec cette histoire de Quetzalcoatl, c'est qu'une fois que les dieux ont créé l'homme, il a fallu les nourrir. Et Quetzalcoatl, dans le mythe maya, voit une fourmi qui transporte un grain de maïs. Du coup, Quetzalcoatl demande à la fourmi: où est-ce que tu as trouvé ce maïs? Et la fourmi répond: bah, je l'ai trouvé là-bas. Donc Quetzalcoatl se transforme en fourmi lui-même, va chercher le maïs, l'apporte aux dieux, et les dieux, grâce à ce grain de maïs, vont créer énormément de maïs qu'ils vont donner aux hommes. Donc ils vont nourrir l'homme. Dans énormément de mythes et de religions,
les dieux nourrissent l'homme, l'apprennent à cultiver, lui donnent, on va dire, son pain, si je puis dire, pour sa survie. Et c'est la même chose avec en Asie. En Asie, on a d'autres mythes, justement, où ce sont les dieux qui ont donné le riz aux hommes. En Europe, on a énormément de textes qui disent que c'est les dieux qui ont donné le blé aux hommes. En Afrique, c'est le manioc et le mil. Et d'ailleurs, dans la tradition hébraïque, quand les Juifs sont en exode, c'est Yahvé qui donne la nourriture, la manne aux Juifs, la manne qui tombe du ciel, une nourriture qui permet, on va dire, aux Hébreux de pouvoir manger durant leur long périple quand ils fuient l'Égypte. Voilà, donc chaque continent, chaque culture possède son histoire des dieux qui ont créé l'homme à partir de leur sang et qui les ont nourris justement. Très intéressant aussi la présence des extraterrestres, on va dire, des dieux venus du ciel, pardon, chez les Polynésiens. Vous avez entendu parler des Tikis de Polynésie. Les Tikis de Polynésie, ce sont des sortes de petits hommes, de petits êtres mi-hommes, mi-dieux. Et dans le mythe des Tikis, c'est eux qui auraient donné naissance à l'être humain. Donc, aussi en Polynésie, dans leur tradition, cet être venu des étoiles donne vie à l'être humain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a affaire à une sorte d'être qui a on va dire, un profil très africanisé, un peu comme Maria. Voilà, c'est une sorte de petites concordances, de petites analogies qui sont intéressantes de faire, quoi. Et les Tikis sont aussi représentés avec 3 doigts. C'est ça qui est intéressant, donc énormément de représentations à 3 doigts. Chez les aborigènes, c'est les Wandjina qui donnent naissance à l'être humain. Donc les Wandjina dont on trouvait énormément de représentations. Donc les aborigènes ont plusieurs, on va dire, clans, plusieurs traditions, et une de ces traditions mentionne justement la venue des Wandjina de l'espace. C'est ces Wandjina qui auraient donné la vie à l'être humain. Et là, force est de constater que ces Wandjina présentent encore des caractéristiques qui sont très évocateurs et qui nous font tout de suite penser à ces petites créatures du Pérou. Et on se demande si ces Wandjina ne seraient pas directement liés justement à ces créatures du Pérou. Alors les Wandjina seraient descendus du ciel, c'était les héros aborigènes. Ils ont créé les montagnes, les lacs, pour permettre à l'humain de vivre une fois qu'ils l'ont créé. Et l'histoire des Wandjina nous dit qu'après, ils seraient repartis sur leur planète suite à une guerre entre eux qui aurait opposé un conflit qui aurait opposé 2 frères Wandjina. Et ça rappelle encore une fois de plus étrangement le mythe Anunnaki dans la région mésopotamienne où justement on a une confrontation entre 2 frères, Enki et Enlil. On en a un qui veut laisser l'être humain le libérer et l'autre qui veut le garder en esclavage. On en parle aussi dans le film Notre Terre des Dieux. Et il y a un conflit entre ces 2 frères, une guerre qui oppose les dieux. Et c'est exactement pareil dans la tradition aborigène avec les Wandjina. Donc on retrouve les mêmes histoires, les mêmes conflits, des rapports entre frères qui ne sont pas d'accord, mais on va dire les noms changent, les localités, les lieux changent, mais c'est toujours la même histoire dans tous les mythes et dans toutes les traditions. Et enfin, il y a encore un autre mythe concernant la création de l'être humain chez les aborigènes. C'est pas les Wandjina, parce que je vous dis, il y a plusieurs clans chez les aborigènes d'Australie. Il y a un autre mythe qui dit que les hommes, l'humanité aurait été créée par les hommes fourmis ou les hommes éclairs. Et ces êtres, en fait, auraient donné naissance à l'être humain et après, ils se seraient dissimulés et cachés sous terre suite à un cataclysme qui aurait ravagé la planète, donc une sorte de déluge. On dit que ces fourmis vertes, hommes éclairs, auraient des intentions un peu douteuses et obscures et qu'aujourd'hui, ils influenceraient l'être humain depuis par télépathie et qu'ils attendraient le bon moment pour revenir à la surface de la Terre, pour reprendre en fait finalement ce monde dont ils se revendiquent être les possesseurs. Donc c'est pareil, on parle d'intraterrestres, on parle de dieux qui sont venus sur Terre, qui ont donné vie à l'être humain, qui après se sont dissimulés sous la Terre. Donc pareil, ça c'est des choses qu'on retrouve dans énormément d'autres traditions. Comment ne pas mentionner aussi ces fameux artefacts de Calakmul qui ont été découverts au Mexique il y a plus de 80 ans et qui montrent des personnages pareils qui sont très évocateurs, qui sont dans des sortes d'objets volants. On voit d'ailleurs une représentation de Saturne sur le premier objet en haut à gauche. Alors il y en a énormément, je ne vous passe pas toutes les photos parce que certains d'entre vous connaissent, mais c'est juste une analogie intéressante à faire avec les découvertes qui ont été faites au Pérou, puisque ces Mayas ont visiblement à l'époque vu ou eu connaissance on va dire de la présence de certaines cultures ou civilisations qu'ils attribuaient être des dieux, qui possédaient une technologie, des appareils, et qui pouvaient se déplacer dans l'espace, dans le ciel. Et on voit avec ces lignes de Nazca que d'ailleurs ces géoglyphes ont été faits justement pour d'éventuels et hypothétiques dieux, peut-être pour attendre le retour des dieux ou pour les guider pour venir sur Terre ou repartir, on ne sait pas vraiment. Mais tout ça, ça a été fait justement dans un but bien précis.
Voilà, donc vous connaissiez tous ces artefacts, vous les aviez vus pour la plupart. Donc c'est très intéressant de voir que les profils de ces êtres ressemblent vraiment à ceux qu'on a retrouvés à Nazca. Voilà, donc forcément il y a un silence et une dissimulation on va dire de pas mal des découvertes qu'on a vues maintenant, que ce soit les artefacts au Pérou, ces momies, que ce soit ces artefacts mayas, rien n'est officialisé, et rien n'est officiellement clair. Voilà, tout ça nous laisse un peu pantois, cela amène beaucoup plus de questions que cela n'amène de réponses. Encore une fois de plus, notre but à l'Institut Nkari est de faire la lumière sur cette découverte. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des datations des corps qui n'ont pas été datés et surtout une expertise, je ne vais pas dire une vraie expertise parce que cette expertise a déjà été faite par les chercheurs péruviens et mexicains, et aujourd'hui on veut que ce soit des chercheurs européens qui puissent, on va dire, appuyer la découverte et l'authentifier telle qu'elle a été par les chercheurs péruviens et mexicains. Voilà, donc on aura plus d'informations dans 3 semaines sur cette découverte. Vous avez vu qu'il y a énormément de mythes, énormément d'icônes, d'images, dans énormément de traditions qui nous laissent penser que peut-être ces entités ont évolué en même temps que nous dans notre temps. Et d'ailleurs, on voit avec Maria qu'avec une longue robe et un chapeau, elle aurait très bien pu, peut-être, probablement, on va dire, passer pour un être humain, si on peut dire, bien qu'elle avait des grands yeux, mais cela amène énormément de questions. Voilà. Est-ce que l'histoire nous ment quelque part? Moi, je pense que l'histoire ne ment pas forcément, mais l'histoire ne dit pas tout, c'est ça le truc. On m'accuse beaucoup de vouloir remettre en question les théories officielles, mais on a vu tout à l'heure que l'histoire et l'archéologie faisaient énormément de se réapproprier énormément de sites archéologiques en prétendant que ça appartenait à telle culture. Pourquoi? Parce que quand on trouve quelque chose et qu'on ne sait pas le dater, on ne sait pas d'où ça vient, on va creuser un peu plus loin et dès qu'on trouve une pièce archéologique, on va se dire ah bah du coup ça appartient à cette culture-là. Alors qu'en fait c'est pas vraiment la vérité. On l'a vu avec Tiwanaku, on l'a vu avec les mines de Nazca. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, est-ce que vous savez d'où vient le mot Pérou? Pourquoi on a baptisé Pérou le Pérou? Parce que tout simplement quand les Espagnols sont arrivés sur les côtes du Pérou par le Panama, ils ont vu une rivière et ils ont demandé à un indigène, un autochtone, qu'est-ce que c'est? Dans leur langue, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et l'indigène a répondu Birú. A répondu Birú parce qu'en fait il avait mal compris la question de l'espagnol. Parce que l'espagnol en fait demandait quel pays c'était et l'Indien a pensé que l'espagnol lui demandait qu'est-ce que c'est que cette rivière. Donc l'Indien lui a dit c'est Birú, c'est une rivière. En fait, et donc les Espagnols ont pensé qu'ils ont dit bon bah voilà, on est au Pérou alors, on va appeler ça le Pérou. Alors en fait c'était un malentendu. Donc c'est parti, on va dire déjà d'un premier mensonge. Pareil en Australie quand les colons sont arrivés et qu'ils ont vu un kangourou, ils ont demandé à un aborigène qu'est-ce que c'est que cet animal qu'ils n'avaient jamais vu, et l'aborigène lui a répondu kangourou, et kangourou ça veut dire je sais pas. Donc on a nommé le kangourou kangourou, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu on va dire un peu de foutage de gueule, si je peux dire, excusez-moi, dans énormément de choses. Donc on ne peut pas non plus créditer officiellement tout ce que l'histoire nous dit. Il y a des choses qui ont été établies, qui sont officielles, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres choses où l'histoire se méprend un peu, et l'histoire ne dit pas tout, ou alors elle fait des erreurs. Voilà, donc on n'est pas ici pour remettre en question toute la chronologie, toute l'histoire, mais il faut n'importe comment, dans ce genre de découverte, prendre du recul aussi. Il faut que chacun prenne du recul sur ce que vous venez de voir. Mais l'important est de se poser des questions. Voilà, et les questions qui nous viennent à l'esprit, c'est si cette découverte demain est certifiée et authentifiée, qu'est-ce que cela va amener? Donc je vais passer la parole à Michel Ribardière maintenant, qui va vous expliquer en fait les implications d'une telle découverte. Va vous expliquer aussi où il en est, lui, de son côté dans les projets, puisque nous collaborons avec Michel et moi-même et d'autres personnes. Et voilà, donc je laisse la parole à Michel que vous connaissez. Merci Michel. Merci Damien. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Michel Ribardière. Je suis intervenu au sein de Nkari Cusco en tant que, on va dire, conseiller permanent, et je m'occupe plus exactement, je suis chargé des relations auprès du gouvernement. Je dois vous dire que, peut-être, j'étudie le sujet des manifestations de vie depuis des années. Je coordonne aussi une petite organisation sur le sujet.
Et quand on travaille sur le sujet des manifestations OVNI, on étudie évidemment tout ce qui se passe. On étudie les témoignages, on étudie ce qui peut se passer au-dessus, par exemple, des centrales nucléaires, on étudie d'éventuels messages transactionnels. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire quand on a X manifestations au-dessus des silos de centrales nucléaires, de silos de missiles nucléaires et qu'il les désactive. Et puis il les réactive dans une pirouette et ils s'en vont. Ou au contraire, qu'il les active et les mette en position de lancement. C'est arrivé. En 82 à Bielokolovice, c'est trop près? On n'entend pas? Plus près, ah, d'accord. Ça va? On entend à l'arrière? Ça va? Donc c'est déjà arrivé. On essaye de comprendre le message transactionnel. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que tout à l'heure, Damien parlait d'histoire. Et en fait, mon approche par rapport à cette histoire consiste particulièrement à étudier les implications de cette histoire et les conséquences sur notre monde. Mais pour étudier cette histoire, je suis obligé de tenir compte, d'écouter la totalité de l'histoire des découvertes des momies de Nazca. Alors peut-être que vous connaissez la totalité de cette histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais globalement, pour vous résumer les choses, les Huaqueros, les pilleurs de tombes, chasseurs de trésors qui ont fait ces découvertes dans un endroit toujours secret, actuellement à Nazca, ont raconté beaucoup de choses à notre président Thierry Jamin. Il y a une partie de leur récit qui a été corroborée par des preuves. Quand ils nous ont dit, voilà, on a découvert des corps étranges, etc., etc., ils nous les ont montrés. Ils ont laissé l'Institut Incaré Cusco faire appel à des experts, qu'ils soient dans le domaine de l'archéologie, de l'anthropologie ou encore dans les domaines médicaux. Ces experts sont venus, ils ont vu, je ne vais pas dire qu'ils ont vaincu, mais enfin, ils ont quand même déclaré à leur unanimité que ces matériaux biologiques, ces corps, étaient authentiques. Évidemment, authentiques, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de dire qu'ils étaient authentiques, ces corps? Parce que, comme vous l'avez vu avec Damien, ils ne sont pas comme nous. Ils ont des différences très importantes. Et ce sont ces différences très importantes qui posent problème. Ils posent problème à beaucoup de gens chez nous. Ils posent problème aux biologistes, aux médecins, aux scientifiques qui ne peuvent pas accepter pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas vu les corps, ils n'ont pas vu non plus les analyses, mais qui ne peuvent pas pour l'instant accepter qu'il y ait des êtres dans notre environnement qui nous ressemblent un peu, parce qu'ils sont humanoïdes, mais qui soient vraiment différents de nous. Des êtres qui, attention, c'est pas n'importe quel être non plus, il faut qu'on reprécise bien entendu que ces êtres-là étaient munis de, entre guillemets, de technologie. Ce qu'on appelle technologie, c'est-à-dire qu'ils comportaient sur eux des implants, ils comportaient des matériaux surcutanés, sous-cutanés, et nos chirurgiens, missionnés sur l'étude de l'un de ces corps, celui d'Alberto, comme vous l'a peut-être dit Damien, ont repéré que ce corps était atteint d'une forme d'ostéoporose, c'est-à-dire une destruction du squelette par une maladie, et que se fracturant le bassin, ils avaient, à l'époque où ils vivaient, ils avaient inséré, ce qu'on fait aujourd'hui, chez nous aussi maintenant, une prothèse. Alors ça, on a pu le comprendre, pourquoi? Parce qu'on avait des technologies, mais surtout parce qu'on procède aussi à ce type d'opération. Ça veut dire par là que si on avait fait cette découverte il y a 100 ans, on n'aurait pas compris. De même qu'aujourd'hui, les implants qu'on a découverts, qui sont sous-cutanés, mais on peut voir qu'il y a une réaction au niveau de la peau de ces implants. Eh bien, on n'en comprend pas encore les fonctions. Donc voilà pourquoi on a aujourd'hui en face de nous, on se trouve, je dirais, littéralement dans une guerre intellectuelle à l'échelle de la planète, parce que vous avez des scientifiques de tous les pays, ça commence par le Pérou, qui sont contre
le fait que d'autres scientifiques déclarent ces momies authentiques. Alors bon, les raisons, ils en donnent, bien entendu. Est-ce que ces raisons sont valables? Pour l'instant, non. Elles seront valables lorsqu'ils auront les momies entre les mains, lorsqu'ils accepteront de les ausculter, lorsqu'ils pourront voir les analyses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc toutes les personnes, pour l'instant, je le répète, qui ont vu les corps, qui les ont auscultés, qui ont regardé les scanners, qui ont vu les analyses, toutes sans exception nous disent, et ils sont plusieurs dizaines, nous disent c'est ok. C'est ok, c'est quelque chose d'authentique. Revenons à cette découverte. Comme je vous disais, il y a une partie du récit qui a été corroborée par des preuves matérielles. Ils nous disent, on a vu des corps, ils ont amené des corps. On a vu des corps qui sont différents de nous, ils ont amené des corps différents de nous. Et puis, l'Institut Inkari Cusco a fait ses propres découvertes aussi, en amenant des scientifiques. On a vu qu'effectivement, à travers le squelette, il y avait des différences anatomiques, et que ces différences anatomiques, elles étaient les mêmes d'un corps à l'autre. On a vu qu'il y avait plusieurs types d'espèces. Il y avait plusieurs espèces. Il y avait des espèces de petits, j'allais dire gris, mais c'est parce qu'une fois que vous avez retiré la poudre de conservateur, vous apercevez que la peau est grise. Bon. Alors on va utiliser gris. Hein. Vous avez des petits gris qui font à peu près 60 cm, mais vous avez une espèce plus grande, comme le disait Deymian, qui nous ressemble. Et Thierry Jamin disait avec sagesse, je dirais, et diplomatie, que ces personnes, quand on les décrit, quand on les observe, elles semblent se situer à mi-chemin entre eux et nous. C'est-à-dire que ces personnes, on pourrait croire, et le terme hybride a été prononcé, que ce sont des hybrides, ils sont à mi-chemin. Ils ont à la fois les caractéristiques de ces petits gris, c'est-à-dire 3 doigts aux mains et aux pieds, pas d'oreilles, comment dire, le plancher orbital, des orbites assez importants. Ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Pas de conjonctif surtout, pas de oreilles. Alors si, les... Pas de conjonctif et pas d'oreilles. Voilà, ils ont un conduit auditif effectivement et ils n'ont pas d'oreilles. Voilà. Bon, et puis ce crâne très, très important, on peut reconnaître quand un crâne a été artificiellement allongé. Parce que pour l'allonger, vous êtes obligé de placer des plaques au moment de la croissance du crâne. Et quand vous placez des crânes au moment de la croissance du crâne, ben ça se voit, vous êtes aplati. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans le cas de Maria, ce n'est pas le cas, elle n'est pas aplatie, nulle part. Voilà. Donc tout ça pour introduire le fait que pour l'instant, il n'y a aucune objection valable pour dire que ces momies sont fausses. Et au contraire, seulement des experts, je parle de ceux qui les ont vus, touchés, analysés, seulement des comptes rendus qui nous disent c'est ok. Et puis vous avez aussi les autres matériaux. Les Wakero nous dit on a trouvé des morceaux de ceci, de cela. Ils nous en ont montré et Deymian en a projeté des petites poteries, etc. Tout un tas de petites choses. Mais vous avez aussi des petits corps qui ont été trouvés, qui ont été les premiers que nous avons récupérés à l'Institut Inkari Cusco. Des tout petits corps de, disons, 40 cm, qui eux sont des montages. Et ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que c'est un montage? En fait, un montage, c'est une poupée en archéologie à partir de matériaux biologiques appartenant, par exemple, à des animaux, ça peut être aussi à des corps humains, vous allez constituer un corps, vous allez essayer de faire un corps. Alors c'est grossier, bien entendu. Au premier coup d'œil, un médecin vous dit tout de suite, bon, c'est pas la peine, c'est pas un corps, c'est pas véritable. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a ces momies à côté, ces poupées, pardon, à côté des momies? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Évidemment, tout le monde peut se poser la question. Mais en fait, la réponse,
on l'a très facilement si on écoute le récit des Waqueros. Parce que les Waqueros, lorsqu'ils parlent, nous disent tout simplement que les premières choses qu'ils ont vues quand ils sont rentrés dans cet endroit mystérieux et inconnu, eh bien c'était des momies incas. Ils ont trouvé 2 momies incas. Ce sont les premiers éléments qu'ils ont vus. Une petite fille avec ses cheveux longs et des bijoux dans les cheveux qui portait les habits de la noblesse inca. Donc ils l'ont appelée une petite princesse qui devait avoir dans les 10 ans. Et un homme avec moustachu d'une 30aine d'années, ont-ils estimé. Et puis à leurs pieds, bien sûr, il y avait des poteries et probablement des choses à l'intérieur à un moment donné qui sont un peu des poteries pour les offrandes. Donc des offrandes, il y en avait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre histoire, visiblement, il y a des parties que nous ne connaissons pas, comme disait Damien. On a beaucoup à étudier, on a beaucoup à se rappeler. Et je dirais presque chaque année, on retrouve des choses qui sont très étonnantes, qui nous poussent à nous interroger sur ce que nous étions réellement il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans. Et un peu partout dans le monde, on trouve des éléments qui continuent de nous faire soupçonner qu'il y a bien davantage que tout ce que nous avons appris à l'école. En tout cas, pour ces découvertes-là, d'il y a quelques milliers d'années, les Waqueros nous disent, en fait, c'est pas eux qui nous disent il y a quelques milliers d'années, hein, mais les Waqueros nous disent des choses, ils nous ont amené des preuves, et des choses pour lesquelles ils ne nous ont pas amené de preuves. Et là, tout de suite, je vais vous parler de choses pour lesquelles ils ne nous ont pas amené de preuves. Nous n'avons pas de preuves. Donc c'est un avertissement. Vous avez compris que nous avons trouvé qu'ils ont trouvé des corps. Ces corps, ils les ont trouvés dans des sarcophages qu'ils ont bien du mal à retirer, à ouvrir, puisqu'ils les décrivent comme faisant 3 mètres x 2,50 mètres sur 1,50 m de haut, donc c'est assez grand. Et quand c'est de la pierre, ben, allez soulever ça. Mais ils avaient un cric. Donc ils ont pu les retirer grâce à un cric qu'ils ont pu insérer. Et dans le premier sarcophage, ils vont retirer 1 millier d'objets, environ. Par la suite, ils vont trouver... Bon, ils vont mettre du temps à revenir, hein, parce que quand ils vont trouver ça, ils vont être un petit peu perturbés, les Waqueros. Ils vont revenir chez eux, les sacs bien remplis, mais ils ont un problème. Eux, ce qui les intéresse, comme vous le savez, c'est du dollar, rien d'autre. Mais comment vous allez vendre ça? À part les 2 Incas, où on voit que ce sont des Incas, on ne peut pas savoir de quelle civilisation il s'agit. Il n'y a aucune preuve. En plus, ils nous ressemblent même pas, ces êtres-là. Et donc, ils vont mettre un petit peu de temps. Il va falloir du temps pour qu'ils se renseignent. Jusqu'au moment où un de leurs amis, qui s'appelle Paul, va leur dire, alors c'est un gars qui évolue dans des cercles un peu, on va dire, religieux ou sectes même, je crois que c'est secte même plutôt qu'il faut dire, il va leur dire mais ce sont des extraterrestres, peut-être que c'est beaucoup plus important que des Incas. Et c'est là qu'ils vont y retourner. Et quand ils vont y retourner, ils vont découvrir un second sarcophage qu'ils vont ouvrir de la même manière. Et un certain nombre des corps qui sont passés entre nos mains viennent de ce second sarcophage. Surtout les êtres de petite taille. Alors, donc là, je vous raconte l'histoire, tout ça, ça n'est pas évidemment prouvé, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a bien pire parmi les éléments qui ne sont pas prouvés. Les Waqueros prétendent qu'ils sont tombés sur des êtres vivants, qui les observaient. Et donc, ils prétendent qu'il y a toujours des êtres là-bas. Il y a toujours des êtres qui ont leurs activités, on ne sait pas lesquelles, mais voilà. Je vais m'arrêter là pour ce qu'ils nous ont dit. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, je travaille sur le sujet des ovnis. Je vous ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, mais ma spécialité dans le domaine des ovnis, c'est justement d'essayer de comprendre l'évolution de notre société, de notre civilisation par rapport à ces manifestations. Et puis, c'est d'essayer de comprendre les messages transactionnels qui nous sont donnés. On s'aperçoit, à travers cette découverte,
que, au bout du compte, aujourd'hui, là, on est tous réunis pourquoi? Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il y a eu des publications sur Internet. Ce qui veut dire que, au bout du compte, on a laissé ces Waqueros emporter ces matériaux, jusqu'à ce qu'il arrive un jour à l'Institut Incari Cusco. L'Institut Incari Cusco a commencé son travail n'est pas encore terminé, mais il continue, l'Institut Incari Cusco continue, et maintenant la découverte se situe à un niveau, je dirais, pratiquement planétaire, parce que dans tous les pays, aujourd'hui, on a commencé à prendre connaissance de ces éléments-là. Et on commence à discuter et à en comprendre éventuellement l'importance. Est-ce que ces matériaux sont susceptibles de changer notre vision de nous-mêmes, de notre histoire, de notre présent et éventuellement de notre avenir? Ça fait partie du questionnement, en fait, et qu'il est important de se poser. Parce que quand vous êtes devant une découverte de cet ordre-là, il faut essayer de comprendre jusqu'où ça va vous amener. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que sur les 4 Waqueros qui ont fait cette découverte, 2 sont morts. Alors ils sont morts après avoir tenté d'attraper certains de ces êtres. Là, je vous raconte encore une fois le discours des Waqueros. Ils sont morts de manière... comment dire, naturelle, on meurt de manière naturelle quand ça s'arrête de fonctionner, quand on tombe malade. L'un des Waqueros, donc, qui avait tenté d'attraper un de ces êtres et qui avait échoué, est tombé malade sur le site. Il a eu le temps d'aller à l'hôpital de Cusco pour y mourir d'une maladie inconnue. L'autre a été, une fois à l'extérieur du site, pris d'une incompressible envie d'avaler du sel, jusqu'à ce qu'il en meure. Donc, comme on le voit, ils auraient pu intervenir. Qu'est-ce que 2 ou 4? C'est pareil. Personne n'aurait jamais retrouvé leur corps. Personne n'aurait jamais su où ils sont. Et d'ailleurs, s'ils mouraient aujourd'hui, on ne retrouverait même pas le lieu de la découverte, si ça se trouve. Pas avant X années. Et pourtant, ils les ont laissés faire. Et dans ce cas-là, on est obligé de se demander si finalement, le fait de découvrir leur site est bien quelque chose de fortuit. Et quand on se pose cette question, il n'y a pas le choix. On est obligé d'envisager l'hypothèse que la découverte ne soit pas complètement fortuite. Ce qui est un langage diplomatique, parce que quand on dit que ça n'est pas complètement fortuite, c'est que ça ne l'est pas du tout. C'est qu'elle... Voilà. Et si, on est toujours dans l'hypothèse, si la découverte n'était pas fortuite, si effectivement on avait laissé ces Waqueros emporter les corps pour les analyser, pour que on soit au courant, nous qui sommes à l'autre bout de la planète par rapport au Pérou, et puis tous les autres pays, pour qu'on soit au courant qu'il y a des êtres là, qui sont là depuis longtemps visiblement, parce qu'on a commencé à faire les datations et qu'on parle en milliers d'années pour un certain nombre de datations qui mériteront d'être confirmées, bien entendu. Oui, monsieur? Ah, pardon. D'accord. Ah, trop tard. Le fil de l'inspiration était coupé. Mais je vais essayer de reprendre. Donc, c'était pas une découverte fortuite. Voilà. Donc, on est obligé d'envisager l'hypothèse que ce ne sont pas des découvertes fortuites, qu'on nous a laissé faire, qu'on nous a laissé les emporter, les analyser, qu'on nous a montré qu'il y avait des gens différents de nous, qui n'étaient pas forcément moins évolués que nous, parce que comprenons bien quelque chose, quand ces gens faisaient des implants ou des prothèses, nous tirions à l'arc et aux flèches. Donc, ça nous laisse comprendre, estimer la différence de développement entre eux et nous. Et surtout le fait que s'ils avaient voulu interrompre notre développement il y a 2000 ans, ça n'aurait peut-être pas été un problème.
De même que pour nous, ça n'est pas un problème d'éliminer la plupart des animaux de la planète, et d'ailleurs on le fait très très bien. On a dû éliminer on ne sait combien d'espèces depuis le début du siècle sans faire exprès. Donc, tout cela pour dire que cette découverte, elle est incroyablement importante, que les fruits de cette découverte vont émerger au fur et à mesure. On a besoin de continuer à en confirmer l'authenticité, de redoubler d'efforts, d'investissement dans cette volonté d'en savoir plus et d'aller jusqu'au bout de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle on continue, je dirais même quelque part, de recruter quand on le peut, en tout cas je le fais, et Damien le fait aussi, des scientifiques qui seraient intéressés par quelque chose qui serait peut-être la plus grande découverte que nous ayons fait depuis le début. Le début. En tout cas, ce qu'on peut dire actuellement de leur message, tout à l'heure je parlais de message transactionnel, c'est que ces êtres-là nous ont montré, ils nous parlent de plusieurs choses. Ils nous disent, un, nous sommes fragiles. C'est fragile. Ils nous disent, deux, nous sommes vulnérables. Nous ne sommes pas immortels, la preuve. Nous ne guérissons pas de toutes les maladies. Il faut savoir qu'Alberto, quand on l'a trouvé, celui qui, je vous ai dit, on a trouvé une prothèse, il avait une ostéoporose, c'était un adolescent. Les chirurgiens ont vu les stries de croissance sur son squelette, comme peuvent les avoir nos adolescents, et peut-être même certaines personnes assez jeunes ici. Ils nous disent, donc on ne sait pas combattre toutes les maladies, et puis, quelque part, ils nous disent, on a une histoire en commun. Très loin, dans la nuit des temps, il y avait déjà des êtres humains. Mais ils nous répètent encore quelque part, regardez les technologies. Regardez, on sait faire pousser des cerises sur un citronnier. Puisque finalement, on se retrouve avec des êtres qui sont à mi-chemin entre nous, mammifères, et quelque chose qui a des œufs. Voilà, bon, c'était une petite intervention. Je vous invite à bien réfléchir à tout ça. Surtout, maintenez-vous au courant. C'est important. Je dirais c'est un défi de notre époque. On a de la chance d'être né et d'être au courant de tout ça aujourd'hui. Voilà. Il me reste 5 petites minutes pour ceux qui auraient des questions à me poser à moi et Michel. Ah, Michel est déjà reparti. Voilà. On va répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez, c'est le moment où vous pouvez passer nous voir après sur le stand. Avec Michel, on est côté ufologie. Vous ne pourrez pas nous louper. Donc voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez connaissance du lieu où on est fait retrouver ça? Ils gardent secret Les Wakeros veulent tout monnayer en fait, comme vous l'avez vu, et on a une indication sur la zone globale, vous l'avez vu sur les images, mais on n'a pas la localisation exacte du site. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions... Mais vous n'avez pas de possibilité de voir de vous-même? Moi j'y suis allé, et le problème c'est que c'est chercher une botte de foin, parce que quand les Wakeros ne sont pas sur le site, ils recouvrent en fait l'entrée du site. Ouais, donc de sable, de cailloux, donc quand bien même je pourrais passer à côté sans le voir, il faudrait tomber dessus vraiment par hasard. Voilà. Après il y a un travail à faire au niveau de par satellite. On a vu on voit par satellite des anomalies. Alors quand je dis anomalies, on parle d'anciens sanctuaires Inca. C'est comme ça que les Wakeros travaillent, je pense, maintenant avec Google Earth. Ils se rendent sur le lieu pour voir si justement ils peuvent trouver des tombeaux Inca, et c'est de cette façon-là, de cette manière qu'ils sont tombés, je veux dire, par accident sur ce tombeau. Mais ça reste un gros travail, et il n'y a que des Wakeros qui s'amusent à faire cela. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse y aller. Merci à vous d'être venus, et puis si vous suivez l'affaire Alien Project sur le site internet alien-project.net,
vous aurez beaucoup plus d'informations. Vous pouvez aussi suivre ce projet sur les réseaux sociaux, me demander un ami, demander un ami Michel Rivardière aussi. Voilà, donc on postera des informations et en point de plus, on se donne rendez-vous, on va dire en virtuel dans 3 semaines pour une confirmation des dernières analyses qu'on a lancées en laboratoire à Cambridge et Glasgow. Voilà, merci à vous d'être venus.